Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Beaucoup d'émotions quand on regarde cette finale de 1997 qui a eu lieu au théâtre de la Verdure, c'est comme ça on appelait la cour de la télé, que nous avons transformé en théâtre de la Verdure parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de salle disponible capable de nous accueillir dans tout Abidjan. Il n'y avait pas encore le palais de la culture et compagnie. Et j'ai deux invités qui eux aussi avaient été un peu émus aussi, vraiment, pas un peu, mais vraiment émus d'entendre cette musique d'Yakité Aboubakar qui anime avec d'autres la page fan club de Varetoscope d'Yakité. Et puis, juste à côté de lui, il y a M. Kwaku Kwadio Toussaint, qui est professeur de danse aujourd'hui, mais qui a commencé à danser en 1997. Tu as participé en 97 là? 97, c'est la première édition. Yéno Yekou de Boaké. Boaké. Oui. Et vous avez été éliminé? On avait été éliminé en demi-finale avec la chanson de Effet Béatrice. Ah oui. Suablé. Ah, Suablé, oui. Alors en 97, en 98, en 2000, en 2001 et en 2002, toutes ces années, tu as participé à Varetoscope? Oui, effectivement, j'ai participé avec différents groupes. Oui. Et 2 années consécutives avec Yéno Yekou de Boaké, 97-98. Et je profite également pour dire que c'est nous qui avions eu la mésaventure d'arriver en retard au Parc des Sports en 98. Voilà. Et après ça, en 99, il n'y a pas eu Varetoscope. Donc en 2000, c'était Tizo Stade de Iriefla. Et en 2001, Afoubénou de Sakassou. Et en 2002, Mbotania de Diabo. Ouais. Bon, alors, on a quelques petites difficultés pour retrouver certaines images. Si chez vous, à la maison, vous qui avez participé à Varetoscope, vous avez gardé, même si c'est sur du VHS, des images de votre participation à Varetoscope, eh bien, on ne serait pas malheureux si vous pouvez nous les ramener pour qu'on puisse les proposer aux téléspectateurs. Nous cherchons particulièrement les émissions 1994, c'est ça? C'est ça, oui. Et 2002, et puis, voilà, 2004 aussi. Hein. Non, 2002. 2002, ouais. Surtout 94 et 2002. Si vous avez des images chez vous, n'hésitez pas à contacter l'équipe de production du Best of, ici même à la maison de la télévision. Et nous aurons le plaisir de les proposer à vos amis. Alors, Diakité, comment ont réagi les fans quand on a diffusé la première émission samedi dernier? En général, les fans ont bien réagi, sauf qu'ils ont émis quelques critiques, puisqu'ils n'ont pas eu les vidéos qu'ils attendaient. Ouais. Mais en général, ils ont bien réagi. Ils étaient émus. Ouais. Voilà, donc le best-of leur a plu. Ok, alors pour les images, on a résolu le problème. On va passer les images telles qu'elles sont, parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de branding. Mais on va essayer de les passer quand même pour que vous puissiez vous rappeler de du chemin qu'on a parcouru ensemble. Parce qu'avec vous, et je pense qu'aujourd'hui, nous allons essayer de vous proposer. Alors, Toussaint, après ta participation, tu as décidé d'enseigner la danse carrément à l'INSAC. Oui, il faut dire que c'est un parcours qui a été vraiment intéressant. Parce que quand nous finissons en 2002, malheureusement, nous n'avons pas la finale. C'est vrai que nous avons été éliminés. Mais pour nous, après, Varetoscope s'arrête. Et je pense que c'était la Lucane la mieux indiquée pour vraiment s'exprimer. Et on avait dépassé cette étape parce qu'on avait déjà les mini-Varetoscopes auxquels on participait, donc il fallait voir plus loin. Et c'était la Lucane Varetoscope. Et quand il n'y en avait plus, bon, pour nous, il était intéressant de poursuivre le chemin, mais en explorant d'autres pistes. Et c'est comme ça que nous avons eu écho de la formation à l'INSAC en danse et nous sommes allés nous inscrire. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons fini et nous enseignons là-bas. Alors comment est-ce que les jeunes que vous enseignez, ils vont souvent sur YouTube pour regarder Varetoscope, pour s'inspirer un peu? Ils en entendent parler pour beaucoup qui ont participé à Wozo, mais c'est un autre niveau. Mais ils n'ont pas eu réellement la chance de participer à Varetoscope. Ouais. Et par moment même, à mes cours, je leur dis, Varetoscope, c'est une école. Ouais. C'est une école parce qu'il y a des éléments comme, par exemple, quand le chorégraphe vous demande d'apprendre la chorégraphie d'ici le soir, c'est une forme de pression, mais en même temps, c'est vous amener à vous surpasser. Mais bon, dans le cadre académique, c'est toute une autre approche, une autre forme de voir, une autre façon de voir. Et ils s'en inspirent. Et quand on leur dit qu'on a participé, beaucoup sont surpris d'ailleurs, nos étudiants. Ouais. Ils se disent que peut-être nous sommes arrivés là juste parce qu'ils nous voient déjà accomplis, professeurs, mais ils ne se rendent pas compte qu'on a eu du parcours. Et on les renvoie souvent pour dire, bon, on a fait Varetoscope, allez regarder, tout ça et autres. Voilà, donc c'est une belle expérience. Dans tout Varetoscope, il y a un numéro qu'on a eu à la patinoire de l'Hôtel Ivoire. Oui.
on va chercher les images, hein, ça c'est sûr. Il y a eu une représentation du groupe de Yopougon qui m'a complètement fasciné. Et quand ils ont dit qu'ils allaient interpréter un ballet d'une des chansons de Michael Jackson, je me suis dit qu'ils allaient copier le clip. Mais ils nous ont complètement subjugués en nous proposant autre chose. C'était beau. C'était beau. Et en termes de costumes, parce que je me rappelle bien, c'était les cartes qu'on joue généralement, qui servaient d'abord pour le décor de fond. Et puis, il y avait toute une mosaïque de couleurs au niveau des costumes. Et ça, c'était bien pensé. Et je me rappelle bien, le nom du groupe, c'était El Shaddai de Yopougon. Et c'est à cette manche, justement, que nous avons été éliminés, parce que nous avons été 3e derrière Yopougon et je pense bien Samatigila. En tout cas, c'était féerique. C'était féerique quand même. Je pense que le chorégraphe, on va le recevoir dans la prochaine émission. C'est Assandé Daniel. Daniel Assandé, qui est un enfant de Valetoscope, qu'on va recevoir à la prochaine émission pour parler un peu avec lui de son expérience. Et puis Valetoscope, il y a l'effet historique. On a vu dans la dernière émission que c'était les ballets à thème. Et après, on a migré vers la représentation d'autres faits historiques, d'autres manières de les représenter. On va voir au cours de cette année, pouvoir finalement faisant ce que nous allons peut-être demander pour l'année prochaine en 2021. Est-ce qu'il faut revenir au ballet à thème? Est-ce qu'il faut garder le concept actuel? Qu'est-ce qu'il faut proposer? J'ai vu que sur votre page, des gens, des fans sont déjà en train de nous proposer des approches, mais ensemble, à la fin, on va essayer de préparer Valetoscope 2021 ici même. Nous allons partir donc avec des images et puis on va revenir avec vous tout à l'heure. Valetoscope 97, c'est les faits historiques et c'était à un autre niveau. Regardez. Bonsoir les amis. Comme vous le savez tous, je me nomme Andriana et je suis originaire de Madagascar. La répétition étant une vertu pédagogique, je vais vous raconter l'histoire de cette grande reine avec des fêtes qui ont marqué celle de Madagascar. Il va s'agir de Sa Majesté la Reine Ranavalona Ier. Alors, veuillez m'écouter et me suivre attentivement. Le peuplement de Madagascar s'est constitué à partir de Malais et d'Indonésien auxquels se seraient mêlés des éléments africains et arabes. La fusion de ces éléments divers n'a pas donné un type unique, mais plutôt une mosaïque de groupes ethniques. Les Mérina, proches des Malais, ont longtemps dominé l'île sur le plan politique. Notre histoire se passe en 1820 où Radama Ier, époux de Ranavalona, roi de l'Imérina, province de Madagascar, signa avec le gouverneur de l'île Maurice, Sir Robert Farquhar, un traité d'alliance au terme duquel il s'engagea à faire cesser la traite. Mesure qui ne pouvait être appliquée que si son royaume s'étendait à toute l'île. L'Angleterre, qui redoutait les ambitions de la France, lui fournit à cet effet toute l'aide nécessaire. Elle dota l'armée de Radama Ier d'un matériel moderne qui lui permit d'occuper en 1823 la côte orientale de Tamatave à Diego Suarez et en 1825 Fort Dauphin et le royaume de Boana. Madagascar fut bientôt envahi de missionnaires anglicans que le roi prit pour de simples enseignants. À la mort de Radama Ier, son épouse Ranavalona, selon la tradition mérina, hérita du trône d'où elle devint la reine Ranavalona Ier. Dès son accession au trône, elle procéda à l'élimination systématique des personnalités proches de son mari défunt et se remaria avec Rainairo qu'elle prit comme premier ministre. Elle fit venir ce dernier afin de lui faire part de ses futurs projets. Son Excellence, le Premier ministre. Brillante de monde. Fofodabo, grand devin respecté et fédéré par ses pairs, assisté des prêtresses, arrive pour purifier la place publique en un espace très très sacré.
Tolé, Fofo Koyo, Fofo Viki, vous tous grands esprits des cieux, voici votre poisson. Je vous prie de nous protéger et de bénir notre fête. C'est l'arrivée de Fofo Langafe, dépositaire des us et coutumes des 12 familles royales de la région. De fait, président tout désigné des festivités. Mes frères, je vous salue tous. Aujourd'hui est un grand jour pour nous tous. Que la fête se passe dans les normes, dans la joie et dans la paix. Fofo Langafe a parlé, alors que la fête commence. Voici nos frères de Ouida, fiefs des serpents et des revenants. Fofo Pesse, Fofo Alao, Fofo Adjofobo, Fofo Aïdo. Il va voir avec moi cette femme-là. Mais c'est pas possible. C'est sûr comme ça, je n'admets pas. Jeanne, à la maison tout de suite. Tu peux blaguer? Ici, au moins, il y a Mani Congo. Mais quelle est cette histoire de Mani Congo encore? À la maison. Mani Congo. Fiulubo, Dazabeza. Monsieur, ne partez pas. Votre famille a raison. Elle veut revivre le baptême de Mani Congo. Alors, suivez mon regard. Oui, Congo Ramba, Mgomim Sindi, Mnangoma Menampa Nangom Yala Pugulu Maknyar Kariara, Timani Congo Yawero. 97, fait historique dans la salle de Marcory. Hein? et puis, pas mal. On va vous présenter aussi en 97 une compilation de ballets tout à l'heure et vous allez apprécier. On revient sur ce plateau pour parler donc de 97. C'était un début, oui. En 97, il faut dire à cette époque-là que Varetosco avait atteint sa maturité. Ouais. Donc après le sacre de 94 de Kambonou Stade Didivi, il y avait une nouvelle génération de chorégraphes, voilà, qui étaient arrivés sur la scène. Il y avait de nouveaux groupes aussi qui étaient venus comme les Nassar et Makori, les Merveilles étaient salées. Et ainsi de mettre. En 95, il y avait des innovations que le NG10 avait apportées déjà. Voilà, pour 95, il s'agissait de passer à la Miss. Ouais. La Miss donnait des points à chaque vainqueur. Voilà, ce qui fait que comme il y avait des matchs qui se jouaient sur les détails. Voilà, dans les groupes. Voilà, et donc la Miss a permis à certains groupes de passer. Ouais. Donc en 96, il y a eu aussi des innovations. 97, l'innovation, c'est qu'il y a eu un meilleur troisième. Donc c'était la première fois qu'on passait à 5 finalistes. Et donc cette année-là, Colombe de Port-Boué a remporté la finale. Ouais. Voilà, au détriment de Aguiar Goussi de Bobué. Voilà, comme on a vu tout à l'heure avec les éléments qui sont passés, on a assisté à des très beaux faits historiques. Ouais. Donc voilà, donc 97, c'était l'année de la maturité de Varetosco. Oui. À sa suite, je vais dire que d'abord 97, c'était l'année de baptême pour nous, parce que c'était la première fois que nous arrivions à Varetosco pour nous. Avec quel groupe? Yénoua Yekou de Boaké. Et nous regardions de loin les compétitions qui se faisaient. Et on a eu même en 95 un groupe de Boaké, Conquistadors de Boaké, qui avait participé. Ouais. Mais bon, on était encore plus petits et on allait suivre les répétitions et c'était une saine émulation pour nous. Et donc, on a eu l'occasion d'entrer de plein pied dans la compétition en 1997. Et vraiment, il y avait quelque chose d'assez particulier pour nous. Parce que, pour la petite histoire, quand on arrivait à la réunion technique et que nous voyions par exemple les danseurs du Nassar de Makori,
ils ont cette taille-là pendant que nous sommes juste en bas. Et pour nous narguer un peu, ils nous disent, mais on n'est pas à Ozo, hein, que vous êtes trompé de Lucas. Bref, c'était juste pour rire, mais pour dire que... Non, mais c'était bien. Voilà, c'était bien pour nous. Et je vais même dire que le NG10 a eu le mérite d'avoir initié quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire? Au niveau des faits historiques, nous nous rendons compte que, je disais tout à l'heure, que c'est une école. Mais il y a une ouverture sur d'autres cultures. Parce qu'à partir des faits historiques, il y avait une possibilité pour nous de comprendre l'histoire qui vient d'ailleurs, autre que de chez nous. Mais au-delà de ça, il y a eu des corps de métier qui se sont mis en place. Par exemple, pour des jeunes qui étaient des comédiens, le fait d'avoir instauré le fait de société, ça leur permettait d'avoir une lucane pour s'exprimer. Contrairement à ce qu'on pensait avant, il fallait être dans une compagnie ou bien une troupe de théâtre pour pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est à tout votre honneur et vous l'avez bien pensé. On a eu aussi des narrateurs, parce que l'art oratoire s'est développé aussi à partir du fait coutumier. On a eu de grands narrateurs et pour couronner le tout, le NG10... Quels sont les narrateurs qui vous ont marqué, vous, tout au long de ces années-là? Tout naturellement, il y a eu Campbell. Oui, lui, c'était... Avec Éveil d'Adiamant en 92. Oui. Tout à l'heure, il nous a fait un coucou qu'on va voir, Mam Campbell. Oui. Donc, par la suite, il y a eu Willy Dombo en 2007. Oui. Je pense même que Daniel Assandé aussi, c'est Daniel Assandé, effectivement. Il était à la fois chorégraphe et puis... Djekanou, en 96. Oui. Donc, il y a eu de très bonnes très bonnes choses. Et je me rappelle qu'à l'émission passée, j'avais remarqué, et M. Inabo l'a relevé après, c'était les animateurs qui faisaient la narration. Oui. Et après, on a eu l'arrivée des narrateurs. Et donc, chacun a commencé à s'exercer dans son domaine propre pour que ce soit tout un bloc. Parce que ce n'est pas juste un groupe qui danse ou un groupe qui vient jouer, mais derrière, il y a toute une machine. Et on se rend compte que les narrateurs même prennent le malin plaisir de donner dos à tout ce qui se fait pour montrer qu'ils vraiment ils ont travaillé. Et ça, c'est une bonne école, c'est ce que je dis. Voici l'un des meilleurs narrateurs de toute la série des Varétoscopes, Mam Campbell. Regardez. Salut à toutes et à tous, je suis Mam Campbell Touré, alias le Wawayu national, quelquefois on m'appelle même le Wawayu international. Je suis senior journaliste et puis entrepreneur des médias, spécialiste en marketing et en développement. Mais aujourd'hui, je suis chez vous pour vous parler de Varétoscope, en qualité d'ancien de Varétoscope et de premier narrateur consacré à Varétoscope. Quand j'ai décidé d'entrer dans Varétoscope, c'est parce que j'avais constaté qu'entre les deux parties chorégraphiques, la danse moderne et la danse traditionnelle, il y avait un ventre mou qu'on appelait fait coutumier ou fait historique. Et à cette époque, la plupart des groupes qui venaient avec une cassette pré-enregistrée d'un érudit en histoire ou en sociologie qui disait un texte. Et ensuite, les jeunes gens sur scène se démenaient tant bien que mal à mimer les scènes de ce texte. Et ça manquait un petit peu de saveur. Car je constatais autour de moi que les téléspectateurs, ils en profitaient pour aller se soulager, pour aller manger des petits beignets, mais ils ne regardaient plus l'émission. Il y avait donc une césure, comme s'il y avait une pub dont ils ne voulaient pas. Alors j'ai décidé de faire quelque chose d'autre. J'ai décidé de lui donner une certaine scénographie, de choisir des gens que j'ai transformés en acteurs. Je vais écrire des textes, un scénario, je vais faire un décor, je vais avoir des costumes appropriés, et c'est ainsi que vraiment, on va entrer dans une nouvelle donne au niveau de Varétoscope avec ce qu'on appelle le fait coutumier ou le fait historique. Et alors, je commence avec l'Adior d'Adjamé. À l'époque, Adjamé, c'est Barthélémy Nabo-Sizoa qui le dit, était la jeunesse la mieux organisée, avait la jeunesse la mieux organisée de Côte d'Ivoire. On avait donc le député, le maire d'Ambélé Lassina, et puis il y avait aussi Koné Bébert, il y avait Koné Mahamadou. Bref, on avait une bonne team qui nous encadrait. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je distribue les rôles et Zoé Omer incarnait le rôle de l'Adior. Zoé Omer, c'est avec tous ces gars qui sont devenus après le système gazeur que Barthélémy Inabo a produit. C'est le premier groupe Zouglou à sortir une cassette, mais c'était uniquement avec des tam-tams et tout ça. Et ça a été le boom. Parce que quand je parlais, je mimais toutes les voix. Celle de l'Adior, celle de sa sœur, celle de Mabadia Rousse, bref, tout le monde. Et je leur avais appris quelque chose. Apprenez les textes. Ils les apprenaient par cœur. Et on avait des codes. Quand par exemple, je leur dis, quand tu tends la main, je dépose le texte. Tu dis le texte. Et comme eux, ils n'avaient pas de micro, c'est ma voix que l'on entendait. Et ça donnait quelque chose comme ça. Moi, l'Adior, Monelatir, Diop, la Tsukabe, je n'accepterai jamais que les ronronopes, les oreilles rouges,
viennent avec leur chemin de fer traverser le Cayor de mes ancêtres, ce sol, et je prenais la terre, ils prenaient la terre en même temps que moi, ce sol dont la terre de nos ancêtres, couverte de hauts faits glorieux, insondables. Oui, je n'accepterai jamais. C'était un peu comme ça. Alors, les gens se demandaient même s'ils n'avaient pas des micro-émetteurs sans fil. Et les gens se posaient des questions. Et ça avait le don d'accrocher les membres du jury. Et je faisais plus. À chaque manche, je changeais de personnage historique. On n'avait pas le temps de m'attraper parce que le temps que tu découvres quelque chose, j'ai changé. Et donc, finalement, je deviens le meilleur narrateur. Et en 91, quand nous gagnons Varietoscope, après, je suis débordé. Plusieurs groupes viennent me contacter pour que je m'occupe de leur partie fait coutumier au fait historique. C'était la grande faiblesse des groupes. Et alors, il y a même une demi-finale où je me suis retrouvé, il y avait 6. 4 de ces groupes, j'avais assuré, soit, en tout cas, entièrement, la mise en scène de leur fait historique, la formation du narrateur, et tout, et tout, et tout. Et parmi ces groupes, le groupe qui m'a vraiment plu, c'est celui de Rosaire de Trècheville. Lorsqu'on a gagné, l'année suivante, c'était la règle à Varietoscope, quand vous gagnez, l'année suivante, vous ne participez pas. Et donc, le ministre Amicha, qui est aujourd'hui ministre de la Ville, était à l'époque le premier adjoint au maire du député maire Kwasi Lenoir de Trècheville. Donc il m'a contacté et quand je suis venu, il m'a proposé donc de m'occuper du Rosaire de Trècheville. Et j'ai dit, ok, je ne demandais pas de l'argent, mais ce que je voulais, c'est que quand on gagne le prix du meilleur fait historique, qu'on me remette les 100 000 francs. Il a dit c'est tout, j'ai dit oui c'est tout. Et donc j'ai remis tout de fond en comble. Ils avaient un personnage historique, c'était Béanzin, et j'ai donc réécrit la trame, formé les acteurs, changé les décors, les costumes, et à l'époque j'avais des décors gigantesques qui fatiguaient beaucoup Barry Abdoulaye Carlos, tous les NG10 avec Kama Omar Norgil, Jacques Zadi Dekré, tout le monde était fatigué. Mais finalement, les gens se sont habitués. Parce que quand on disait Adjamé arrive, c'est les gros décors. Et donc j'ai changé aussi le décor de Rosaire de Trècheville. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai gagné ce prix-là. Et un de mes acteurs qui était le narrateur, je l'ai challengé avec certains narrateurs qui étaient venus d'Adjamé de chez moi. Et donc, il est devenu excellent. Et c'est le fameux deux côtés. Il y avait d'autres personnes qui étaient dans ce groupe et qui sont devenues des célébrités. C'est pour vous dire que l'un dans l'autre, Varietoscope, si on veut voir au prorata des gens qui ont bénéficié de l'impact de Varietoscope, je pense que c'est l'émission qui a le plus donné en matière de personnalité artistique culturelle. Parce que moi, c'est vrai, j'étais déjà connu, j'avais déjà fait avec Roger Fulgence Cassipé à son âme une émission parce que j'avais gagné un concours littéraire, de concours d'écrivain. Mais avec Varietoscope, il y a RFI qui s'est déplacé pour faire un focus sur moi. C'était exceptionnel, une émission de vacances. Et puis Varietoscope a fait des émules partout en Afrique, que ce soit francophone ou anglophone. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vu des émules de Varietoscope. Mais en plus, je vous ai parlé de deux côtés, mais il y a tellement de personnalités qui sont aujourd'hui des personnalités artistiques, qui ont des groupes de ballet en Europe un peu partout, mais qui sont nés de Varietoscope. C'est pour dire que si cette émission n'avait pas été créée, il aurait fallu que l'on la créa. Et ça, j'ai dit merci à Barthélémy Nabozouzoua, à son compère Serfel, Serge Patoelenga, mon ami, mais surtout à toute l'équipe du LG10 et à la RTI. C'est pourquoi je vous dis, restez sur Varietoscope, à bientôt sur Varietoscope, et rendez-vous à la RTI, sur la RTI, la chaîne qui rassemble, et à bientôt en Côte d'Ivoire. Ah, Mam, bon, je ne change pas, c'est... Bravo. Alors, Mam Campbell, on en parle, il a été l'un des, pour moi, le meilleur narrateur de tout le temps à Varietoscope. Effectivement, il a été le meilleur. Et c'est lui-même qui a été le précurseur. Ouais. Il a inspiré à lui seul. C'est lui seul qui représente une école de narration. Ouais. Donc c'est lui qui a donné l'inspiration. Alors raconte-nous l'histoire il en a parlé de Trècheville. Trècheville, le narrateur de Rosaire de Trècheville en 1993. C'était un fait coutumier, un fait historique de Dahomey, sur le Dahomey, le discours du roi de Béanzin. 6 minutes. Mais 6 minutes, c'était suffisant. Et c'était le meilleur fait historique à chaque fois. Donc voilà, donc le narrateur aussi, le meilleur narrateur. Ouais. Donc il a eu le prix de meilleur narrateur donc, grâce à Mam Campbell. Ouais. Donc à lui seul, il représente une école. Et il a inspiré beaucoup d'autres narrateurs à la suite, comme Woli Dombo. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Wido aussi a été un bon narrateur aussi. Oui. Et comme tu le dis, on en parle.
Tu voulais ajouter quelque chose à ça? Bon, je pense qu'il a dit l'essentiel, parce qu'avec Imam Campbell, comme il l'a dit, il a aussi passé le flambeau à la plus jeune génération. Ouais. Voilà, dans ses façons de faire. Il le disait tout à l'heure, il a challengé quelques narrateurs. Voilà, donc c'est, comme on le dit, c'est à lui seul une école, et il a aussi cette volonté-là de transmettre, et aujourd'hui les résultats sont là. Bien sûr. Alors, quelqu'un me disait, oui, mais en 90, j'étais heureux d'avoir vu Louga François. En 97, la dernière fois. Alors, on a encore de la variété de 1997. Félicité Soro, allons-y, on va regarder un tout petit peu cette variété. Et après, on va revenir avec Miss Variétoscope cette fois-ci, mais le Miss Variétoscope qui faisait partie du concours dont on a parlé tout à l'heure. Pour l'instant, on va écouter là.